Bien. Alors, Jean-Pierre est un responsable d'une des plus grandes sociétés de conseil au monde, d'une des quatrièmes plus grandes sociétés de conseil au monde, 213 000 personnes à peu près. Et je me souviens, je commence par ça, d'un entretien que j'avais eu avec lui à Milan, dans l'Académie des entrepreneurs, qu'il a d'ailleurs créée, où il invite des personnalités industrielles, des journalistes, des écrivains, des scientifiques à parler, à échanger. Et il me dit, c'est cette chose qui m'a beaucoup frappé, qui va être le début de notre conversation. Il me disait, on est 213 000 et quelques, on aura à recruter des milliers de jeunes dans les 5-10 ans qui viennent. On va recruter des milliers de jeunes. Qu'est-ce que je leur dis pour les motiver à venir travailler dans une aussi grande entreprise? Qu'est-ce qu'on leur apporte? Comment je les recrute? Où je les trouve? Et donc, ça m'avait beaucoup frappé. Je voudrais commencer par cette question, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous apporteriez dans une aussi grande entreprise et qu'est-ce que vous diriez? Quel serait votre marketing vis-à-vis des jeunes pour leur dire venez travailler chez nous? Bien, écoute, merci Joël. Effectivement, c'est quelque chose qu'on essaie de faire tous les jours, avec quelquefois de la difficulté, qui est d'attirer effectivement des jeunes diplômés et qu'on aura besoin d'ailleurs d'avoir de mieux en mieux formés avec tout ce qui a été dit aujourd'hui sur les outils technologiques et l'intelligence artificielle, qui vont apporter une valeur ajoutée complémentaire à ce que feront les outils, la technologie. Et aujourd'hui, on est dans un monde de compétition extrêmement important en matière de recrutement. J'ai tendance à dire en règle générale qu'une entreprise comme la mienne, elle a deux marchés. Elle a un marché avec ses clients et elle a un autre marché qui est le recrutement. Et que dans les deux marchés, on doit être top pour pouvoir développer des clients et attirer des professionnels. Et donc ce marché extrêmement compétitif du recrutement, aujourd'hui, il faut qu'on ait un discours différenciant pour attirer des jeunes chez nous et les former. Et c'est vrai que là-dessus, on a connu dans l'histoire concurrence avec les banques, avec quelques grandes entreprises. Et aujourd'hui, on a la concurrence avec les startups qui créent des environnements. Semble-t-il, on a beaucoup parlé de la génération Z, Y, attire plus les jeunes que des gros machins comme des entreprises EY, hiérarchisées, pleines de contraintes, etc. Et là-dessus, moi, je voudrais m'inscrire en faux contre ce message et expliquer à quel point, y compris pour les jeunes générations, une entreprise mature, comme EY, mais comme beaucoup d'autres entreprises matures, ont de réels atouts pour créer les conditions d'un épanouissement professionnel. Alors, je dis ça pour ceux qui veulent venir chez nous. Je dis ça aussi pour les enfants de ceux qui veulent venir chez nous. Effectivement. Et je pense qu'effectivement, l'épanouissement professionnel n'existe pas que dans une start-up localisée dans un grenier avec 3 sofas, un tirage à pression et un baby-foot. On peut aussi s'épanouir professionnellement dans une belle entreprise comme EY. Mais il y a plusieurs conditions à ça. Donc, je peux te donner des conditions. La première, c'est qu'il faut expliquer à quoi on sert. Bon, donner un peu de sens. La deuxième, c'est qu'il faut expliquer que l'expertise, la connaissance qu'ils ont apprise dans les formations, dans les écoles, eh bien, ils vont l'appliquer sur un portefeuille de clients tout à fait exceptionnel. Et c'est l'intérêt des entreprises matures, c'est qu'elles ont déjà des clients par rapport à des startups. Et donc, elles ont des connaissances, elles ont des connexions avec les grandes boîtes. Et nous, un jeune qui vient chez nous, qui aura appris à faire du codage ou de l'informatique, ou qui aura appris la compta ou la finance, eh bien, il va tout de suite l'exercer chez LVMH, chez Air Liquide, chez EDF, etc. Et donc, c'est tout de suite on a pris des data scientists, c'est une belle boîte qu'on a achetée il y a 2 ans. Bon, tous les jours, ils rêvent de travailler dans des boîtes dans lesquelles, même dans leur boîte, ils sont très compétents, ils n'avaient pas accès. Et puis, troisièmement, il y a des moyens financiers pour continuer à investir et à s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, on a de vrais atouts à faire valoir dans des entreprises matures pour des jeunes diplômés pour lesquels la compétition est très féroce. Alors, on a parlé ce matin de leur volonté, quand on a parlé de la génération Z, ou bien des millennials, comme on les appelle aussi, de leur volonté d'indépendance dans les hiérarchies, Ouais. de jouer de plus en plus un rôle d'indépendant reconnu. J'ai parlé ce matin, à côté des connaissances, de la reconnaissance. Ils ont besoin d'être reconnus et appréciés.
Comment est-ce que vous voyez le fait qu'on parle de plus en plus de l'entreprise comme plateforme ou l'entreprise comme même coopérative d'indépendants? C'est des termes qu'on entend. L'entreprise va devenir de plus en plus une coopérative d'indépendants. Quel est le management dans une coopérative d'indépendants vis-à-vis de jeunes tout à fait désireux d'affirmer leur indépendance? Alors ça, c'est un point extrêmement important, c'est que, et c'est quelque chose sur lequel on a lancé, c'est qu'en dehors d'investir dans les nouvelles technologies, etc., il faut aussi changer dans des entreprises matures les modes de management. Et alors, vous évoquez les plateformes, la suppression des layers hiérarchiques, etc. Alors, quelques commentaires. Premier commentaire, je ne crois pas que demain, déjà, on ne travaillera qu'avec des ressources indépendantes. Je crois que le CDI, pour notre terminologie, c'est-à-dire que le fait qu'une personne soit exclusive pour une autre entreprise va toujours subsister. Parce que quand vous avez une entreprise, une marque à défendre, de la qualité à fournir, vous avez besoin d'avoir des gens qui vous sont dédiés à 100% et que vous avez pu former, vous avez donné un apprentissage et que vous connaissez et qui vous connaissent et qui partagent aussi votre vision et vos valeurs. Donc il y aura toujours des salariés, je crois qu'il y aura toujours des salariés. Alors, on sera à côté avec des indépendants, bien sûr. Il y aura à côté des plateformes, mais il y aura un corps proche, dédié à 100% d'entreprises et qui seront dans un profil de salariat. Mais il faut les gérer différemment. Il faut changer les modes de management. Et là-dessus, c'est au fond beaucoup plus compliqué à faire que d'investir dans la technologie. C'est-à-dire quand vous prenez une entreprise mature, comme EY, au fond, la transformer en termes de technologie, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, ce qui est très difficile, en fait, dans ce que vous dites, me semble-t-il, c'est qu'on passe à une telle ère de la mobilité qu'avec l'ordinateur portable qu'on a sur soi, qui est très puissant, disons le smartphone, on a des possibilités d'action, d'interaction, d'échange, de création qu'on n'avait pas avant. Ouais. Donc, on passe en fait d'un travail horodaté, contrôlé, à un travail augmenté, continu. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Le travail horodaté contrôlé, c'est le contrat de travail. Il passe par être enfermé dans des murs et dans une hiérarchie. Puisque quand on vend son temps contre de l'argent, il faut qu'on contrôle ce que vous faites de ce temps. Donc toute l'entreprise doit être fermée pour qu'on contrôle ce que font les gens, de l'argent qu'on leur donne et des missions qu'on leur confie. Donc le passage, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de travail horodaté contrôlé au travail continu augmenté, qui d'ailleurs va poser la relation du travail personnel, du loisir et du travail professionnel. Le bring your own device, amenez vos propres outils dans l'entreprise, que vous préconisez chez EY, ouais. ça crée un problème de partage entre les loisirs et la vie personnelle. Avec la question aussi de la rupture de la dernière loi Pénicaud sur le fait le droit de coupure, de couper ces outils technologiques, hein, qui est un vrai sujet. D'ailleurs que chez nous, ils ne veulent pas. On ne répond pas au week-end au mail du patron. Voilà, exactement. Ouais. Là-dessus, je pense que, et ça fait le lien avec ce que j'ai juste avant sur les changements de mode management, il faut changer, et nous, on essaie de lancer, de décliner une notion qui consiste à dire, au fond, les gens chez nous, ils doivent être entrepreneurs de leur carrière, entrepreneurs de leur temps, entrepreneurs de leur rémunération. Des intrapreneurs, en voilà. quelque sorte. Entrepreneur de son temps, pour répondre à votre question sur justement la flexibilité, c'est tout ce qu'on a appelé autour du flexible working. C'est-à-dire que vous pouvez travailler où vous voulez, quand vous voulez, du moment que le délai demandé par le client est respecté. Bien sûr, parce qu'il faut fournir le travail. Et sur cette question d'ailleurs du flexible working, je peux vous raconter une petite histoire. C'est qu'il y a 3 ans, on m'avait dit qu'il faut faire du flexible working, très bien. Et donc, les RH me sortent toute une procédure où les gens devaient demander l'autorisation à son chef, est-ce que j'ai le droit d'aller chez le dentiste, etc. Bon. Et bien évidemment, rien ne s'est fait. C'est-à-dire que le flexible working ne marchait pas. Pourquoi? Parce que dans une entreprise où on travaille un petit peu, quand le gars partait pour aller chercher ses enfants ou aller chez le dentiste, toute l'équipe qui travaille avec lui le regardait en disant bah, « toi, tu as de la chance de partir. Hein. Nous, pendant ce temps, nous, on continue de bosser pour être dans les temps. » Et donc, le gars qui partait à 5 h de l'après-midi, il passait la porte du bureau et on disait tu prends ta journée. Bon, donc tout ce type de comportement un peu stupide qui est empêché. Et donc on a dit écoutez, plus de procédure, plus rien.
On a fait des vidéos humoristiques ridiculisant ce type de comportement managériaux qui dit à quelqu'un quand il part à 5 heures, tu prends ta journée, rendant ridicule ça. On s'est mis en scène, moi j'en ai fait, et d'autres dirigeants l'ont fait, pour dire ah non, ce n'est pas les bons comportements. Et maintenant, tout le monde en fait du flexible working. Et c'est rentré dans les mœurs. On a changé les comportements. Moi, je crois beaucoup qu'il faut changer les comportements. Et donc, ça, c'est entrepreneur de son temps, et on le décline dans d'autres domaines. Il faut leur apprendre aussi à gérer le temps et l'information. Parce que beaucoup de gens disent « j'ai pas assez de temps pour gérer la quantité d'informations que je reçois tout le temps ». D'où le burn-out. Yes. Beaucoup de gens explosent parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez de temps pour gérer trop d'informations. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'entreprise, on doit apprendre aux gens non seulement les techniques du management et de communication, mais savoir gérer son temps et savoir gérer son information, notamment répondre à ses emails, ne pas aller dans trop de réunions, faire des comptes rendus que personne ne lit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis absolument d'accord et j'ai beaucoup à apprendre. Parce qu'effectivement, c'est un sujet majeur de la gestion de l'information. Je pense que là aussi, en tant que manager, on a des comportements à changer. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un mail le samedi à 21 h parce qu'on a une demande d'un client, de pousser un mail en disant « hop, c'est fait ». Non, on n'est pas obligé. On peut le faire le dimanche soir ou le lundi matin. Okay, on a comme ça des sujets où on doit apprendre cet accès à l'information, le fait qu'on peut utiliser cette information très fréquemment, la pousser tout le temps, jour et nuit. On doit aussi se retenir, savoir respecter aussi le temps. Au fond, on ne passe pas des coups de téléphone jour et nuit pour demander quelque chose. Ben, on n'est pas obligé de pousser un mail en pleine nuit, parce que comme ça, on savait. Parce que la question qui est toujours clé, c'est que c'est pas parce qu'on a fait le mail qu'on a fait le job. On a fait le job quand la personne a reçu le mail et a compris ce que vous lui avez dit. C'est vrai pour demander des informations du travail, etc. C'est vrai pour la communication interne. On m'a dit, mais vous avez reçu un mail, on vous l'a communiqué par mail, vous l'avez eu, ou le service com chez moi dit, ah mais Jean-Pierre, on a fait des... Mais je m'en fous de vos mails. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que les gens ont entendu le message? Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, d'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à inventer, même en termes de technologie. Qu'est-ce qu'on fait, non pas pour savoir si la personne a reçu le mail, mais pour savoir si la personne a intégré et a compris l'information. D'où l'évaluation, l'importance de l'évaluation. Ouais. Alors, apprendre aux gens à gérer l'information et le temps, c'est une chose. Je voudrais vous interroger aussi sur l'intelligence artificielle et EY, puisque EY, vous savez tous, c'est Ernst Young. L'intelligence artificielle sous deux aspects. Un, pour le recrutement, et deux, pour l'augmentation des compétences. Je m'explique. Pour le recrutement, on a du big data, de quantité de propositions, de demandes des CV, des tas de gens. Comment l'intelligence artificielle peut vous aider chez EY à trier à l'intérieur de ça les personnes les plus pertinentes pour votre entreprise? Et deuxièmement, ce qu'on appelle maintenant l'augmentation des compétences, avec ce que j'appelle moi l'intelligence auxiliaire, et pas seulement IA, intelligence artificielle, comment elle peut nous aider à mieux faire notre job? Alors, sur ce second point tout de suite, parce que celui-là est vraiment très important, sur l'intégration, au fond, de l'intelligence artificielle, donc comme on l'a dit, de tout ce qui est data, l'analyse des data, les algorithmes, etc., qui amènent à des propositions d'action. Ça, c'est quelque chose qu'on intègre aujourd'hui dans nos missions, qui sont à la fois, pour nous, d'ailleurs, les opportunités, parce qu'on aide les entreprises à les implanter chez eux, mais aussi on intègre ça dans notre façon d'apporter notre service aux entreprises. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet effectivement d'augmenter sensiblement à la fois la qualité et la pertinence de nos offres. La question qu'il y a après, c'est au fond quel va être le rôle, pour moi c'est un sujet majeur, c'est quelles conséquences d'abord ça a sur la composition de notre force de frappe en termes de femmes et d'hommes, parce que s'il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'intelligence artificielle, eh bien, on aura besoin de moins de personnes. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va apporter en termes de valeur ajoutée aux clients? Qu'est-ce que va apporter la femme et l'homme en valeur ajoutée aux clients? Et là-dessus, moi, je suis complètement convaincu, je le répète tout le temps, qu'on aura besoin de gens encore plus compétents parce qu'ils devront être capables d'interpréter ce que fera la technologie et quelquefois, et c'est ça qu'il faut leur apprendre, dire l'inverse de ce que dira l'algorithme au client. Il dira au client, compte tenu de tout ça, tu peux acheter cette boîte. Et on sera fort si on aura des femmes et des hommes qui sont capables de dire au client, non, moi, pour finir, je ne le sens pas. Émotionnellement, pour un tas de raisons, non forcément
tangible, je te conseille de ne pas acheter cette entreprise. Rajouter l'émotion de la sensibilité que la machine Voilà, n'aura jamais. Alors la exactement. toute dernière question, puisqu'on est à la fin du temps, vous dites que vous voulez créer un monde nouveau en marche vers le progrès, un monde plus juste, plus équilibré, le monde du travail dans lequel nous évoluons, C'est beau, c'est la très beau. pluridisciplinarité, les services à haute valeur ajoutée. Quelles sont vraiment vos valeurs dans le monde du numérique à l'échelle mondiale pour EY? Ouf. Il me reste combien de temps là? Oui, quelques secondes. Je suis persuadé que, et ça me permet de détailler ce que je n'ai pas détaillé, c'est qu'une entreprise n'a d'intérêt et d'attrait que si elle a un peu de sens. Et je ne veux pas faire de grands développements, un peu comme diraient certains de mes collaborateurs, ne fais pas du bullshit managérial, ce que je crois qu'il faut toujours éviter. Je pense qu'effectivement, quand on réfléchit simplement à quoi sert EY, EY il sert à donner un peu plus de confiance en l'information financière par son métier d'audit. Je dirais, la confiance, ce n'est pas une valeur en perdition, hein, on en aura toujours besoin et de plus en plus, notamment dans un monde de data, et d'améliorer la performance. Et ces deux éléments-là, confiance et performance, c'est à quoi on sert. Et on sert si on sert ça pour nos clients, mais aussi dans les territoires dans lesquels on est. Et je suis convaincu que l'entreprise a un rôle clé à jouer pour ses clients, mais aussi dans le territoire dans lequel elles sont implantées. Et pour les jeunes que vous formez, confiance et performance voilà. et reconnaissance. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.